maintenant. Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette conférence de presse. C'est la première conférence de presse que nous tenons en notre qualité de représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine et chef de la MISMA. Je voudrais m'entretenir avec vous de 3 points. D'abord, la mise en place de la MISMA. Qu'avons-nous fait jusqu'à présent et qu'allons-nous faire dans un proche avenir? Deuxièmement, je souhaite parler de la transformation de la MISMA en une mission des Nations Unies. Et troisièmement, je voudrais commenter mon récent déplacement sur Gao. Je voudrais directement entrer en la matière. La mise en place de la MISMA, où en sommes-nous? Je voudrais d'abord rappeler que la MISMA a été mise en place sur base de la résolution 2085 du 20 décembre 2012. Et avant la résolution, il y a eu tout un processus de préparation au niveau technique. Je dois dire que tout est parti de la réunion le 19 octobre ici à Bamako du groupe de soutien et de suivi de la résolution de la crise malienne, où les différents acteurs s'étaient entendus sur ce qu'on appelle le concept stratégique. Il avait été alors demandé de mettre en place un concept d'opération. Ce qui a été fait au niveau technique, le document est allé au sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Le document est ensuite allé au Conseil de paix et de sécurité, et c'est sur base de ce document que le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris la résolution 2085. C'est la résolution 2085 qui indique quelles sont les missions de la MISMA. Donc, la MISMA est là pour soutenir le Mali, les institutions de transition dans les efforts de sortie de crise. Alors, les grandes missions de la transition, vous les connaissez. C'est d'abord le recouvrement de l'intégrité du territoire au nord. Ensuite, le rétablissement des institutions démocratiques. À cette époque, le recouvrement de l'intégrité territoriale devrait se faire en empruntant 2 voies, la voie du dialogue et la voie de l'usage de la force. Et vous savez que la résolution 2085 mettait la priorité au dialogue. L'usage de la force uniquement contre les groupes avec lesquels il n'y a pas de dialogue possible. Les événements du début janvier, comme vous le savez,
ont changé en profondeur toute cette conception. Et les événements du début janvier, c'est quoi? C'est l'attaque des groupes terroristes vers le sud, à Konan. C'est l'intervention française. C'est ensuite le déploiement plus rapide que prévu de la MISMA. Cela a changé complètement la conception du processus de normalisation au Mali. Dans quel sens sera à donner priorité à l'usage de la force, donc recouvrement de l'intégrité du territoire au nord, et cela a fait aussi que le dialogue est venu au second plan et certainement doit être conçu différemment qu'au début. Alors, ces événements nous ont obligés de revoir le concept d'opération. Au sommet de la CEDEAO le 19 janvier, les chefs d'État ont fait le constat que ce qui était prévu n'était pas suffisant, qu'il fallait notamment augmenter les effectifs de la MISMA. C'est la même démarche qui a été faite au sommet de l'Union africaine à fin janvier. Le Conseil de paix et de sécurité qui s'est réuni à marge de ce sommet le 25 janvier a ordonné de revoir le concept d'opération, de porter les effectifs de la MISMA à un chiffre plus élevé. Ce conseil a ordonné de mettre en place un nouveau concept d'opération. Et c'est sur base de ce nouveau concept d'opération que la MISMA se met en place aujourd'hui. Alors, où est-ce que nous en sommes? Le Conseil de paix et de sécurité du 25 janvier a fixé les effectifs à 9620 militaires. Donc, effectif global, militaire, police et civil. Et, suivant le nouveau CONOPS, la MISMA comprend alors 4 éléments. Le premier élément, c'est la force. Le deuxième élément, c'est la police. Le troisième élément, la composante civile. Et enfin, le service d'appui à toute la mission. La force, où nous en sommes. Le déploiement a commencé début janvier, un peu dans la précipitation, comme les circonstances l'exigeaient. Aujourd'hui, on est rendu à 6300 militaires et plus déployés, je pourrais dire, sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, je peux dire que la MISMA est déployée dans toutes les régions du Nord, depuis Gao, Tombouctou, Kidal. Ça n'a pas été aussi rapide qu'on le souhaitait, compte tenu des contraintes logistiques. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Alors, sur les effectifs qui étaient prévus au niveau du sommet de la CEDEAO, de l'Union africaine en janvier, nous sommes à plus de 82%. La MISMA participe aux missions de lutte contre le groupe terroriste. Je pense que tout le monde sait, notamment la contribution du contingent tchadien dans le nord.
Aujourd'hui, le contingent du Niger, du Sénégal, qui sont dans la région de Gao, sont côte à côte avec la mission Serval pour faire la chasse des groupes terroristes. Le contingent burkinabé qui vient d'arriver à Tombouctou d'ici il y a quelques jours est bientôt opérationnel. Nous pouvons donc dire que la MISMA a continué au niveau de sa force militaire à monter en puissance et aujourd'hui je peux dire qu'il est opérationnel dans les missions de lutte contre le terrorisme, dans ses missions de stabilisation de la situation de sécurité. En ce qui concerne la police, la composante police, la présence est encore modeste. Nous avions prévu 4 unités de police. Une seule unité, celle du Sénégal, est en place. Au niveau de la composante civile, la MISMA a commencé aussi à se mettre en place. Et nous avons déjà en quartier général une quarantaine de cadres déployés par l'Union africaine et la CEDEAO pendant que nous recrutons du personnel propre à la MISMA. En fait important, les deux organisations viennent de déployer les observateurs des droits de l'homme. Cette semaine, ils viennent de terminer une session de formation et ils sont prêts à aller sur le terrain. Au nord, une dizaine, et un autre contingent va suivre bientôt parce que l'Union africaine et la CEDEAO ont décidé de déployer au total 25 observateurs des droits de l'homme. Mais la mission de la MISMA, ce n'est pas seulement ce qui est sécuritaire ou ce qui est droit de l'homme, c'est aussi le suivi du processus politique. Nous avons, dès le début, avant même que la MISMA ne soit mise en place, tout le monde a à l'esprit ce que la CEDEAO a fait pour accompagner le Mali à sortir de la crise, ce que l'Union africaine a fait, et nous continuons à suivre le processus politique. Aujourd'hui, le processus politique, c'est la mise en place de la feuille de route. Nous avons beaucoup poussé pour que cette feuille de route soit là. Elle est là. Nous nous félicitons que les progrès sont faits au niveau du processus électoral. Je pense que vous êtes au courant que déjà un calendrier électoral est fixé. L'Union africaine, la CEDEAO, à travers la MISMA, nous allons continuer à appuyer ce processus. C'est la raison même d'être de la composante civile de la MISMA. Alors, il y a l'autre élément du processus politique, c'est le dialogue. Nous nous félicitons aussi des progrès qui sont faits dans ce cadre. La mise en place du cadre légal, maintenant la mise en place des hommes qui composent la commission. Nous pensons aujourd'hui que nous avons des interlocuteurs pour pouvoir, à travers eux, faire des propositions, des suggestions en vue de faire avancer le dialogue, qui pour nous est un élément des plus importants. Parce que le dialogue, c'est la voie à terme de trouver une réponse définitive au conflit malien. Ce n'est pas la sécurisation du Nord. Parce qu'on pourrait sécuriser le Nord et puis 4 et 5 ans après, les choses recommencent. C'est ce qui s'est passé dans le passé. Ce n'est pas même le processus électoral. Le processus électoral est important. Le Mali a eu plusieurs processus électoraux.
mais le conflit est resté. Donc cette dimension, nous pensons au niveau de la MISMA que c'est une dimension importante et auquel nous allons nous intéresser au niveau de la composante civile de la MISMA. Je voudrais indiquer aussi que nous travaillons sur le plan régional. L'Union africaine est bien consciente que le conflit malien ne peut pas se résoudre seulement en travaillant à l'intérieur des frontières maliennes. Et ce conflit a une dimension régionale évidente. C'est pour cela, par exemple, que le 17 mars dernier, nous avions une conférence régionale au niveau ministériel. Au cours de cette conférence, nous avons essayé d'étudier ce que les pays voisins, les pays de la région d'une façon générale, pourraient faire pour appuyer les efforts de sécurisation du Mali à l'intérieur. Le 18 de ce mois, la semaine prochaine, nous allons avoir une même réunion au niveau technique, au niveau des gens chargés des services de renseignement. Qu'est-ce qui est faisable pour aider les efforts de la MISMA au niveau régional? Vous êtes bien au courant que quand ces groupes terroristes sont pourchassés, ils se replient dans les pays de la région. Qu'est-ce qu'il faut faire pour surveiller les frontières, pour partager le renseignement, ainsi de suite. Mais au-delà de la MISMA, l'Union africaine, la CEDEAO, ils ont fait beaucoup d'autres activités pour soutenir le Mali, notamment la mobilisation de la communauté internationale. Je vais citer quelques cas. Les réunions du groupe de suivi et de soutien. Ce groupe s'est réuni dès le mois de juin à Abidjan, le 19 octobre ici, le 5 février à Bruxelles. Il va se réunir la semaine prochaine, le 19, encore ici à Bamako. Ce groupe est présidé et co-présidé par les trois organisations, l'Union africaine, la CEDEAO, les Nations unies. Et nous utilisons ce cadre pour mobiliser la communauté internationale et essayer d'avoir une vision commune quant à la résolution de la crise malienne. Je citerai aussi la conférence des donateurs à Bruxelles le 29 janvier. Et une conférence co-organisée encore une fois par les trois organisations. Tout cela pour... cette conférence était pour trouver les moyens de soutien à la MISMA et à l'armée malienne. Vous savez que cette conférence a été un succès. Aujourd'hui, nous nous battons pour que les pays qui ont fait des promesses puissent les concrétiser. Donc voilà en résumé ce que la MISMA, l'Union africaine, la CEDEAO ont fait pour soutenir le Mali. Le deuxième point, c'est cette idée de transformer la MISMA en une mission des Nations Unies. D'abord, quelle est la logique de cette opération? Dès le début, et en particulier à partir de janvier, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, de l'Union africaine, ont insisté pour que les Nations unies s'impliquent profondément dans le soutien de la MISMA, en particulier sur le plan financier, parce qu'il est apparu assez rapidement que l'effort financier était au-delà de ce que la CEDEAO, l'Afrique pouvait consentir. Alors, maintenant, il fallait trouver quelle forme d'implication des Nations unies. Il y a plusieurs formules.
nous avions préféré la formule AMISOM, c'est-à-dire que les Nations Unies acceptent de soutenir financièrement, logistiquement toute opération, mais que ça reste une opération africaine. Je crois que le débat qu'il y a eu autour de ça, finalement, a conclu à ce qu'il y ait la MISMA soit transformée en une mission des Nations Unies. Donc, passe sous casque bleu. Et c'est le débat qui a été fait. Vous êtes au courant qu'une mission d'exploration est venue ici. Cette mission a fait rapport au secrétaire général des Nations Unies. Lui-même vient de faire un rapport au Conseil de paix et de sécurité. Nous, les Africains, y compris les Maliens, dans ce débat, nous avions une position claire. Oui, la transformation, mais il faut que cette mission des Nations Unies ait un mandat robuste sous chapitre 7, puisse être en mesure de continuer à faire ce que la force française et la MISMA font aujourd'hui, c'est-à-dire être capable de confronter les groupes terroristes. Il semble que la formule qui est en train d'être retenue n'est pas loin de ça. C'est-à-dire une mission de stabilisation sous mandat, sous chapitre 7, avec un mandat robuste. Alors, on prévoit qu'il y ait à côté de cette mission ce qu'on a appelé une force parallèle ou une force d'appui, avec tous les moyens nécessaires pour frapper les groupes terroristes en cas de besoin. Et il semble que cette force parallèle, cette force de soutien sera fournie par la France. C'est ce qui a été, c'est ce qui est dit jusqu'à présent, mais on attend la décision du Conseil de sécurité. Alors, en résumé, cette transformation est en cours. Nous, ce que nous avons reçu comme mission, c'est participer à sa préparation et pendant ce temps, c'est continuer à faire en sorte que la MISMA monte en puissance. Parce que nous sommes convaincus que la base de cette mission des Nations Unies sera certainement les troupes de la MISMA. Dans ce sens, dernièrement, il y a eu à Yamoussoukro une réunion entre les pays contributeurs de troupes et les Nations Unies pour préparer cette transformation. C'est là où nous en sommes. J'avais indiqué aussi que je voudrais faire un commentaire sur ma descente à Gao la semaine passée. Ce que je voudrais indiquer ici, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est quelques constats. D'abord que la paix revient progressivement dans la région. Deuxièmement, j'ai félicité les troupes de la MISMA pour leur bonne tenue. J'avais visité le contingent du Niger, le contingent du Sénégal. Je crois que leur travail est fait correctement et le comportement en particulier. J'ai eu l'occasion de le dire au général commandant des troupes qui est présent ici. Et espérer que toutes les troupes de la MISMA se comportent de la même façon. J'ai constaté aussi qu'il y avait une collaboration très étroite entre la MISMA, Servar et les troupes maliennes. J'ai constaté que cette collaboration va au-delà. Il y a une collaboration aussi avec les autorités locales. Et j'avais eu un entretien avec le gouverneur et mon message à lui, c'était de dire qu'aujourd'hui, dans cette région, l'administration doit jouer le rôle de premier plan.
parce qu'il s'agit de mobiliser la population, de l'encadrer, de faire en sorte que les groupes terroristes ne puissent pas se mouvoir librement au sein de la population. Et que, en réalité, le retour de la paix, ce n'est jamais quelque chose d'instantané. Que les conditions sont là, maintenant il faut un peu forcer le retour de la paix. Le retour à la paix. Mettre en place l'administration, mettre en place les services de base aux populations, et je crois que la paix pourrait revenir plus vite qu'on ne pense. Donc, pour terminer, je voudrais dire que la MISMA est aujourd'hui devenu un partenaire important dans les efforts de retour à la normalisation au Mali sur le plan sécuritaire. Je crois que nous sommes en position maintenant de rendre service. Au niveau politique, nous avons aussi tout ce qu'il faut pour aider les Maliens. Bien sûr, c'est à eux de jouer les premiers rôles. Et globalement, nous pensons que l'évolution de la situation est plutôt positive. Je voudrais indiquer que dans cet exercice, l'Afrique, a commencé par la région, a fait un effort très important. L'engagement de l'Afrique au Mali, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu ailleurs. La MISMA, malgré toutes les critiques et les insuffisances dont on peut parler, il faut savoir que c'est la contribution des pays, la plupart de la CEDEAO, certains pays avec des moyens, des ressources modestes, mais qui ont décidé d'envoyer des troupes au Mali, de les entretenir pendant 3 mois. Ce n'est pas rien. J'étais à Addis Abeba au sommet des chefs d'État à la conférence des donateurs. Jamais on a vu une mobilisation de l'Afrique pour un pays que ce qu'on a vu à Addis Abeba au niveau politique, mais aussi au niveau financier, parce que les pays africains, pour la première fois, n'ont pas attendu les donateurs de l'extérieur, et même ont décidé de toucher à la poche pour aider le Mali. Donc c'est un engagement fort, c'est cet engagement que nous devons concrétiser ici sur le terrain à travers des actions de sécurisation, à travers des actions d'accompagnement politique. Je vous remercie. Alors, le moment est venu pour vous de poser des questions. Je vais prendre 3 questions à la fois, y répondre et puis continuer de cette manière. J'ai une question relative à la transformation des forces de MISMA en une force onusienne. Est-ce que la transformation de la MISMA en une force onusienne ne légitime pas le MLLA qui a ouvert la bergerie au loup et qui est encore armé et cohabite avec la France? À quelle France, selon vos propos, va servir de force parallèle de frappe aux côtés des forces onusiennes? Monsieur le Président, je voulais savoir le coût global de votre intégration. Si vous voulez répéter? Le coût global. Le coût. Ah, ok. Voilà. Ok. Mis en place les transformations des mouvements, le coût global. Deuxième préoccupation, Monsieur le Président, gérer après un coup d'État, c'est difficile.
vous-même vous le savez, vous êtes le 48e personne qui a fait le tour de l'Afrique en Afrique, le 3 septembre 1987. Actuellement, on est en 76e coup d'État, tout récemment en Centrafrique. Depuis que vous êtes au Mali, est-ce que vous avez rencontré les anciens chefs d'État du Mali, ainsi que les généraux égarés, les généraux de la même manière égarés à côté? Est-ce que vous avez pu rencontrer? Monsieur le Président, avec qui vous pensez qu'on peut dialoguer? Et sur quelle base de critères? D'abord, la transformation. La transformation, j'ai dit le pourquoi de la transformation. C'était un constat que la CEDEAO, l'Afrique, n'était pas en mesure de supporter tout l'effort financier pour soutenir la MISMA. Il y a eu un débat comment le faire. Ce débat a débouché sur la transformation de la MISMA en une opération des Nations Unies avec le consentement de tout le monde. Alors, ça, c'est la raison de la transformation. Cela n'a rien à voir avec la légitimation de tel ou de tel groupe de Maliens. Absolument pas. Alors, l'attitude de la MISMA vis-à-vis de ces groupes, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Dès le début. Dès le début, nous, dans notre concept d'opération, c'était précisé que nous venons aider les Maliens à dialoguer avec les groupes avec lesquels ils peuvent dialoguer et à confronter les groupes avec lesquels il n'est pas possible de dialoguer. En réalité, cette attitude n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et dans le nouveau CONOPS, c'est clair aussi. Donc, nous sommes là pour soutenir le Mali. Ce n'est pas à nous de dicter au Mali que vous devez dialoguer avec tel ou tel groupe. C'est clair. Alors, le coût global de l'intervention. Au niveau de la conférence des donateurs à Addis Abeba, le 29 janvier, il a été présenté un document qui indiquait le coût global de l'opération sur une année. Je crois que cela allait chercher dans les 900 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Et la contribution qui a été donnée par les donateurs couvrait à peu près les 6 mois, 455 millions de dollars. Anticonstitutionnel et crime contre quoi, je ne sais pas. Donc nous sommes dans cette nouvelle ère, et je pense que c'est dans cette nouvelle ère où le coup d'État au Mali a eu lieu il y a une année à peu près, et les pays de la région, l'Union africaine, le monde ont réagi comme ils réagissent dans les autres pays d'Afrique où il y a un coup d'État aujourd'hui. Donc ce sont des choses aussi claires. Bon, dans ma mission ici, j'essaie de rencontrer tous les protagonistes au conflit malien. Je peux affirmer que j'ai rencontré certains des anciens chefs d'État du Mali. Et j'ai dit que je vais faire un effort pour les rencontrer tous. Mais pas exclusivement, mais d'autres. J'ai rencontré, je vais rencontrer beaucoup d'autres personnalités,
au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile, au niveau des organisations, tout simplement parce que nous sommes là pour aider, mais on ne peut pas aider les Maliens sans savoir ce qu'ils pensent. Moi, en venant de là où je suis venu, je n'avais aucune idée pour dire aux Maliens, voilà, ceci est bon, ce n'est pas bon, tout ça, nous proposons ceci. Donc, pour faire quoi que ce soit dans ce que nous avons indiqué, la voix, c'est être à l'écoute des Maliens, de toutes catégories. Pas seulement les anciens chefs d'État ou les autres, tous. Alors, avec qui dialoguer? Sur quelle base de critères? Bon, encore une fois, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je pense que vous auriez eu une réponse meilleure si vous aviez posé cette question aux autorités de ce pays. Mais nous, la communauté internationale, par exemple, avant le 9 janvier, il y avait un consensus qu'il faut dialoguer, et je pense que le gouvernement du Mali était d'accord avec les groupes de Maliens qui ont des revendications politiques, mais qui acceptent un certain nombre de principes. L'unité du pays, la souveraineté, la laïcité, des choses comme ça. Ça, ce sont les valeurs sur lesquelles est fondée l'Union africaine. Et nous avons soutenu cette démarche. Alors, aujourd'hui, j'ai dit que les événements de janvier ont changé la donne en ce qui concerne les priorités du processus politique. Je crois savoir que si nous lisons la feuille de route en réalité répond à votre question, indique avec qui il faut dialoguer. Et globalement, maintenant, nommément, je pense que les autorités du Mali sont en train de mettre en place un mécanisme pour répondre à cela. Les gens parlent de dialogue intermalien. Nous disons oui. Ce que j'ai indiqué seulement, c'est que nous pensons que ce dialogue devrait être inclusif. 1, 2, que ce dialogue devrait être la voie pour chercher la stabilité du Mali à long terme et résoudre tous les problèmes qu'on peut penser qu'ils sont à la base de la situation actuelle de crise. Voilà. Monsieur le Président, il y a environ 1 heure à Kidal, un attentat suicide a causé la mort de 2 soldats canadiens. Il y a à peine 1 heure, de vendredi. Et tout à l'heure, vous écoutant, vous disiez que la paix revient petit à petit dans le nord du Mali. Et quand on sait par exemple qu'il y a un responsable américain qui a déclaré il y a 3 jours que les forces de la CEDEAO étaient capables, c'est ce qu'il a dit, est-ce que vous ne pensez pas que ce qu'il faut pour le nord du Mali, ce n'est pas une force de stabilisation, parce que la force de stabilisation, mais qu'il faut plutôt une force qui puisse aider le gouvernement malien militairement à se débarrasser du reste des terroristes qui sont toujours présents dans cette partie du nord du Mali. Monsieur Pierre, la mission est caricaturée au niveau de l'opinion comme étant une tortue en déplacement pour libérer un pays frère qui lui est très cher. Vous avez mentionné ici la rencontre de Bamako qui avait regroupé des hautes personnalités pour venir en soutien à ce pays en mettant en exergue la création de l'AMISMA. Et depuis lors, nous n'avons assisté qu'à la présence de la force Serpal qui a arrêté à Konan la progression des troupes ennemies, le Tchad qui a une dent contre ces terroristes pour qui font l'histoire, et le Niger parce que Niamey est plus proche de Gao que Bamako.
Donc on comprendra que stratégiquement, il fallait que ces différentes forces puissent intervenir. La première question que je pose, M. Pierre, c'est de savoir comment vous avez négocié l'intégration de l'armée tchadienne à la MISMA. La deuxième question, à part ces, et donc par là aussi, à part ces trois forces que sont la France, le Niger et le Tchad, combien de coups de feu ont été tirés par les autres troupes? Vous allez certainement nous informer. Et la dernière question, M. Pierre, est de savoir, aujourd'hui, est-ce que les troupes de la MISMA ont le choix de dire exactement c'est ici que nous avons besoin de telle localité ou dans quelle localité? Est-ce que la force est vraiment sous l'autorité, selon la nécessité, au lieu que certains disent que nous préférons aller à Markala, je ne sais pas, à Ségou ou à Bamako? Pour terminer, est-ce que la MISMA, en se convertissant en mission onusienne, ne serait pas une force à la tête du Père-Pierre? Je reviens sur l'intervention des responsables du Pentagone. S'il vous plaît, levez-vous. Donc, je reviens sur l'intervention des responsables du Pentagone, du ministère de la Défense des États-Unis, qui a complètement jeté des discrédits sur les forces africaines, notamment. Alors aujourd'hui, vous qui êtes devant nous, il y a Burundi, quel est le point de vue à cela? Est-ce que les forces africaines sont vraiment incapables, inertes, pour faire face aux djihadistes ou aux terroristes? Alors, ce que j'ai dit que la paix revient progressivement dans le nord, je le répète et je ne suis pas le seul à le dire. Je crois que c'est ce que tout le monde a dit. Mais quand on dit que la paix revient progressivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'incidents dans le nord comme celui qui vient d'avoir lieu à Kidal. Je regrette que cet incident ait eu lieu, mais je crois que nos forces partout où elles sont sensibilisées qu'elles doivent être sur leur garde et qu'à tout moment elles peuvent être objets d'attaques de ce genre. Tout le monde a dit nous passons progressivement vers une guerre asymétrique. Alors, et j'ai dit qu'il faut forcer le retour à la paix. Forcer le retour à la paix, c'est beaucoup de choses. C'est sur le plan militaire, continuer à pourchasser les groupes terroristes, sur le plan de l'administration aussi, que la force armée ne soit pas seulement le seul élément dans ce combat. Alors, les gens qui ont dit que les forces de la CEDEAO seraient incapables. Bon, je voudrais d'abord répondre aux trois questions à la fois, parce qu'il y a des mêmes questions qui ont été posées. La MISMA, c'est quoi? La MISMA, c'est le contingent pour l'essentiel venu des pays de la CEDEAO, plus le Tchad, jusqu'à présent. Nous espérons que dans l'avenir, d'autres pays non CEDEAO vont s'ajouter. Et il y a des pays qui ont déjà fait des annonces. Donc ce sera une force au-delà de la CEDEAO. Le Tchad fait bel et bien partie de la MISMA. J'étais à Abidjan le 19 janvier quand le président du Tchad, son Excellence Idriss Déby, est venu faire cette annonce après une démarche de l'Union africaine, après une démarche de la CEDEAO. Alors c'est seulement la façon dont la mise en place de la MISMA s'est opérée qui a produit cette
impression que le Tchad ne faisait pas partie de la MISMA, parce que le Tchad est parti sur le front Est, mais depuis lors, je crois que tout a été corrigé, et même dans les préparations de transformation qui sont en cours, dans les réunions des chefs d'état-major des pays contributeurs de troupes, le Tchad est bel et bien dedans. Donc ça, c'est la première réponse que je voudrais donner. Deuxièmement, les critiques qui ont fait contre le déploiement, je pourrais dire, de la MISMA qui ne serait pas suffisamment rapide. Je crois que il faut être réaliste, et s'il y a des critiques réalistes, il faut les accepter. Les chefs d'État, de la CEDEAO, quand ils se sont réunis encore une fois le 19 janvier à Abidjan, après l'intervention des troupes françaises, et même ils ont fait l'autocritique. Ils ont fait l'autocritique en disant, tiens, l'événement qui vient de passer montre que nous devons nous organiser autrement. La même critique a été faite au moment du sommet de l'Union africaine. Tiens, en Afrique, ça veut dire que pour faire face à une attaque comme ça, on doit encore faire appel aux anciennes puissances coloniales. Il faut changer cette chose. Donc, il y a là un constat et où il ne faut pas passer à côté, il faut constater et décider de changer pour l'avenir. Ça, c'est un. Deux, les critiques qui sont faites par cet Américain-là qui parlait au Congrès, moi, je m'inscris en faux contre ce qui a été dit. Parce que je crois qu'il faut voir le problème d'une façon globale. Essayons de voir les critiques, les crises qui se passent un peu partout dans le monde. Il y a eu quelques années, il y a eu une crise en Afghanistan. Il a fallu intervenir. Combien d'armées dans le monde étaient capables d'intervenir? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, je pense que ceux qui pouvaient intervenir ont intervenu. Les autres ont suivi. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont suivi après sont tous incapables? Donc, je crois réellement qu'il faut avoir une vision globale des choses. Donc, il y a, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Afrique, il y a des forces, il y a des faiblesses que nous acceptons, mais cela ne veut pas dire incapacité. Je pense que, par exemple, ce monsieur a lancé toutes les fleurs aux Français et a blâmé les Africains. Je crois que les choses ne doivent pas se voir comme ça, noir et blanc. Je crois que les Français, par exemple, sont contents d'avoir les forces de la CEDEAO là, les forces africaines de la MISMA. Je crois qu'ils sont très contents. Ils étaient très contents d'avoir les Tchadiens à leur côté. Je suis allé à Gao, ils sont très contents d'avoir les Nigérians et les Sénégalais de leur côté. Ils sont certainement contents d'avoir que les Burkinabés sont maintenant à Tombouctou. Donc, cette vision de noir et blanc, je pense que quelque part, elle est biaisée. Je crois personnellement que les forces de la CEDEAO, les forces les contingents des pays de la CEDEAO, les contingents tchadiens, ils ont été très utiles. Ils sont très utiles aujourd'hui, ils le seront demain. C'est uniquement à cause de leur présence, par exemple, que les Français envisagent de partir. Alors ça, c'est le Mali.
Prenons le reste de l'Afrique. Bon, ce sont les forces africaines qui sont en Somalie, toutes seules. Et tout le monde accepte que la Somalie est en train de se stabiliser. Les Américains ont refusé d'envoyer un seul soldat en Somalie. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont incapables? Bon, prenons d'autres théâtres en Afrique. Je pense qu'il y a des efforts de paix au Darfour, au Soudan du Sud. Tout ça, ce sont des contingents africains. Si tout le monde était conscient qu'ils étaient incapables, les Nations Unies ne dépenseraient pas tant d'argent pour les entretenir là-bas. Alors, la question, ce n'est pas le nombre de cartouches tirées qui est l'indicatif de l'efficacité. On peut même venir comme force de maintien de la paix, ne tirer aucune cartouche, mais rendre un service énorme. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaie d'avoir une vision réaliste de tout ça. Bien sûr, s'il faut tirer les cartouches, il faut être prêt à le faire. Alors, l'intégration du contingent tchadien, je l'ai indiqué. Alors, les forces de l'AMISMA sont sous le commandement du commandant de la force qui est ici. C'est lui qui décide qui ira à Gao et quand, comment, qui ira à Tombouctou, qui ira à Kidal. C'est comme ça que ça fonctionne, ici comme partout ailleurs. Voilà, je crois que j'ai répondu globalement aux questions qui avaient été posées. Y a-t-il d'autres questions? Le critère de choix de localité. Bon, alors, je vais demander au commandant de la force de répondre à la question. General, could you respond? What criteria to choose to go there or there or there? Yeah, please. The criteria to deploy this contingent, this area, the other area. Well, there's no criteria. The fact is that they are trained military, and that's just a conspiration. They are trained in desert warfare and all other warfare. So that's just a criteria for deployment. It has nothing to do with the country they come from. I'm a Nigerian. I'm deployed in Bamako. What criteria was used? No criteria. Okay, so consider them as African force, and they're here to do their job based on the mandates that they've been given, and that's exactly what they will do. Thank you. Non, alors, c'est ce que je peux dire pour conclure sur cette question. Je crois que réellement, on doit éviter d'être victime des gens qui par le monde disent ceci ou cela sur nous, sur les Africains, pour les raisons qui sont les leurs. Je crois que la réalité des choses que je voudrais qu'il soit retenu, que j'ai répété à plusieurs, surtout aux responsables politiques, je crois que le Mali peut se féliciter que l'Afrique a été extrêmement généreuse pour l'aider, la région. Et je crois qu'ils ont fait les efforts très importants. Comme ils sont, ils ne vont pas changer parce qu'il est question d'aider le Mali, mais ils ont fait le maximum. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'ils sont prêts à continuer. Donc c'est ça qui est important. Alors, les insuffisances que nous avons, bon, on va prendre le temps de
les dépasser. Voilà, mais je pense que la présence au Mali, c'est réellement un acte de solidarité incroyable de la part des frères africains. D'autres questions? Financement, vous avez dit que le pays doit se financer une période de 3 ans. Voici que nous avons des formations pratiquement. Est-ce que tu as la mission à faire D'abord, avant de poser cette question, je remercie les pays qui nous soutiennent, qui nous incluent dans la mémoire des disparus. Donc, monsieur le conférencier, comme vous avez signalé lors de votre intervention que la mission s'intéresse aussi à la vie politique. Donc, tout le monde sait que l'élection présidentielle a fixé le 16 juillet 2013. En même moment, la région est occupée par un groupe terroriste NLA. Ma question, est-ce que l'élection présidentielle est possible dans cette situation? C'est la première question. Deuxième question. Donc, les groupes terroristes qui sont de NLA, Ansati, Nujao, Akini, Programme, donc ils ont attaqué ensemble le Mali, dont le nœud et le NLA. Maintenant, la question que je pose, avec la transformation de la mission en mission indigène, cette nouvelle force va. Alors, quelle sera la mission de cette nouvelle force face à cette crise? C'est un peu mon insécurité. Je vais demander si toutefois cette nouvelle force a accepté de négocier avec le MLA. C'est juste. Je vous remercie. Ma première question, c'est que devient la force en attente de la CEDEAO? Elle est toujours là à attendre. Ma deuxième question s'adresse au sergent-major Pierre Boulogne. En 1996, quand vous êtes revenu au pouvoir, vous avez dit que vous êtes prêt à négocier avec toute la composante de la société burundaise à condition que l'idéologie génocidaire soit abandonnée. Vous êtes un homme d'affaires. Donc vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Quel message vous avez à lancer à l'endroit de la jeunesse africaine pour que nous puissions abandonner ces histoires de Sénégal, de MNLA, etc. La question du financement. J'ai indiqué, il y a quelqu'un d'autre qui a posé la question concernant qu'est-ce qui se passe après les 3 mois. Bon, la question de financement, d'abord de la MISMA, je crois qu'on a fonctionné sur une règle de la CEDEAO qui dit que quand les pays membres envoient des troupes dans ce genre de mission, ils reprennent en charge pendant les 3 premiers mois. Et après, on cherche des financements ailleurs. Alors, la première démarche a été la conférence des donateurs. La conférence des donateurs, c'était pour trouver des financements pour prendre la relève après les 3 mois. Et quelqu'un a demandé, mais qu'est-ce qui va se passer après 3 mois? Maintenant, le fonds qui a été mis en place au cours de la conférence des donateurs va prendre la relève. Et c'est en train d'être fait maintenant. Alors, dans cette conférence, il y a des gens qui ont accepté de financer et de donner l'argent. Il y en a d'autres qui ont accepté de financer et de donner du matériel et des équipements. Les 2 formules sont en cours aujourd'hui. Heureusement, jusqu'à présent, la MISMA n'a rien manqué. Alors, c'est la réflexion sur cette question de financement qui est à la base de la transformation. Est-ce que le fonds mis en place à Addis Abeba pouvait
continuera à être la base de financement de la MISMA à long terme. Non. C'est pourquoi alors la base de cette transformation. Donc je crois que la question de financement détermine d'une certaine manière les stratégies d'organisation. Alors la deuxième question, le mandat de la force onusienne. Bon, il faudrait attendre la résolution pour qu'on puisse se prononcer correctement. Mais ce qui est dans le rapport du secrétaire général et qui est le résultat de toutes les consultations qui ont été faites, c'est de mettre en place une force de stabilisation sous mandat, donc sous chapitre 7, et de mettre à côté une force parallèle avec des capacités offensives beaucoup plus importantes. Donc, réellement, je crois que les gens ont réfléchi sur une formule qui permette à ce que le combat contre les groupes terroristes continue, que l'appui du Mali soit une réalité en termes de stabilisation, mais en termes aussi de lutte permanente contre les groupes terroristes. Pour moi, je crois que c'est une approche complète. Bon, on peut discuter, il y a d'autres formules, mais peut-être que la résolution va être beaucoup plus explicite demain. Les élections présidentielles. Nous, notre démarche, l'Union africaine, la MISMA, c'est d'accompagner le Mali à sortir de la crise, à mettre en œuvre la feuille de route qu'il a lui-même mise en place. Ce n'est pas à nous de dicter aux Maliens la date des élections. Alors, si les Maliens disent nous pouvons tenir les élections à telle période, nous les appuyons, nous les soutenons. Et nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour les appuyer de différentes manières. Nous sommes organisés pour ça. C'est la raison même de ce que j'ai indiqué, la composante civile de la MISMA. Et on va fournir les observateurs, on va sécuriser l'élection, on va faire un certain nombre de choses de soutien. Maintenant, si demain les Maliens disent ce n'est pas telle date, c'est telle autre, on va aussi les soutenir. Donc réellement, c'est à eux. Bon, maintenant, la question du MNLA. Je crois que les gens ils sont revenus de différentes manières. Nous, je crois que les Maliens, le gouvernement du Mali a, encore une fois, dans le processus de mise en œuvre de la feuille de route, indiqué comment il va engager le dialogue avec les uns et les autres, y compris le MNLA suivant certaines conditions. Les gens ont dit nous voulons, nous parlerons avec MNLA sur des armes. Nous sommes prêts à les accompagner, à les aider pour que cela soit une réalité. Voilà notre attitude. Mais ce n'est pas à nous de fixer la condition vous devez faire ça sous telle condition. Mais s'ils décident de marcher, nous sommes là pour les aider à marcher. Alors, ce que nous avions dit à une époque au Burundi. Bon, il faut dire que le contexte du Burundi à l'époque est différent du contexte du Mali. C'était un contexte tout particulier et dans ce contexte, ce qu'on a dit, Dieu merci, on a pu aussi le réaliser. Je crois que je ne vais pas me perdre dans l'explication de comment on l'a réalisé, mais ce que je constate, c'est que après des difficultés multiples,
on a pu mettre en place un processus de paix, de dialogue, où tout le monde a participé, y compris ce qu'au départ on appelait les génocidés, et qu'il y a eu un accord de paix qu'on a mis en application. Peut-être pas d'une façon parfaite, mais le résultat, c'est que ça a produit la paix dans ce pays. Alors, c'est un contexte particulier. Dans ce genre de choses, il faut éviter... Bon, les copier-coller ne marchent pas. Je crois que dans la résolution du conflit, c'est placer chaque conflit dans son contexte. Il y a bien sûr des principes généraux qui sont les mêmes, mais il est important de traiter chaque cas dans son contexte. Donc le cas du Mali, il faut le traiter dans le contexte malien. Alors les Maliens ont dit, nous voulons un processus de dialogue inclusif. Je pense qu'on ne peut que les encourager. Alors le message à la jeunesse du Mali, c'est que cette jeunesse participe à ce processus. Que ce ne soit pas quelque chose qui leur est imposé, qu'ils participent. Et que les gens dans l'organisation de cela veuillent bien aussi veuillent bien inclure les jeunes, parce que les jeunes doivent être un instrument de la paix. Très souvent, on essaie de les instrumentaliser pour être un instrument de la guerre et du désordre. Ça devrait être l'inverse. Et la paix sera réellement une réalité, sera aussi portée par la jeunesse du Mali. Voilà ce que je voulais dire pour répondre à cette question. Alors, je pense que nous avons fait le tour des questions. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie pour votre question. Et je voudrais terminer en répétant que la MISMA, l'Union africaine, la CEDEAO, nous sommes là auprès de nos frères maliens pour les aider à sortir de la crise suivant la voie qu'eux-mêmes auront choisie. Je vous remercie. Non, 71, 80, 42, 16. Voilà. 42, 16. Oui. Voilà. C'est le président actuel. 71, 80, 42, 16. D'accord. Oui. Yeah. Oui, merci. Merci. Ok. Vous êtes prêts? Ok. Je pense. Juste une... Ça va aller? Dans le micro. Alors, on s'organise comment? Vous allez d'abord faire vos questions puisque... Où on en est du déploiement de la MISMA sur le terrain aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, le 12 avril, je peux dire que la MISMA se trouve pratiquement dans toutes les régions du Mali, et en particulier dans toutes les régions du Nord, à Kidal, Gao, Tombouctou. À Kidal, les Tchadiens y sont depuis longtemps. À Gao, il y a le contingent nigérien et sénégalais. Et il y a quelques jours, le contingent du Burkina Faso se trouve à Tombouctou. Donc nous sommes dans toutes ces régions et comme j'ai indiqué, nous continuons la montée en puissance des unités de la MISMA. De nombreux observateurs jugent que ces troupes de la MISMA ne sont pas à la hauteur des troupes françaises qu'elles ont vocation à remplacer. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, je crois d'abord que ce qui est essentiel, ce n'est pas se mesurer aux troupes françaises. Vous savez, la MISMA, nous avons décidé de venir
au Mali avant même que les Français n'aient décidé. Et alors, les événements ont fait que les Français sont venus avant nous avec plus de moyens, mais nous sommes venus dans la foulée. Et nous continuerons à monter en puissance et probablement nous allons rester plus longtemps que les troupes françaises. Nous avons un certain nombre d'insuffisances et nous continuons à faire en sorte que notre capacité opérationnelle s'améliore. Donc nous travaillons dans les réalités qui sont les nôtres et je pense que personne ne peut douter de notre utilité au Mali. Monsieur le Président, le CONOPS est entré dans sa phase 2 et cette phase 2 impliquait l'intégration du commandement militaire. Et la MISMA, on sait, a été créée par la résolution 2045 qui donnait la priorité d'abord au dialogue. Aujourd'hui, c'est l'usage de la force. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette phase 2 du CONOPS? Est-ce que vraiment le commandement militaire est intégré? Le commandement militaire est bel et bien intégré. Il y a eu à un moment une impression de non-intégration du fait que nous avons dû nous déployer dans la précipitation. Nous avons dû parer au plus pressé. Les Tchadiens sont allés d'un côté, les autres de l'autre. Mais depuis le mois de février, nous avons redressé tout ça. La MISMA, c'est le contingent de la CEDEAO, c'est aussi les contingents tchadiens et les autres qui vont joindre bientôt. Le passage sous mandat onusien, est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? Le passage sous mandat onusien va changer quelque chose, bien sûr, sur le plan notamment du soutien des contingents. Ce ne sera plus une responsabilité de l'Union africaine, mais une responsabilité des Nations unies. Mais aussi sur le plan du mandat. Vous savez que les Nations unies travaillent dans un mandat beaucoup plus restrictif. Les propositions dans le rapport du secrétaire général des Nations unies indiquent qu'il y aura une force des Nations unies sous chapitre 7, mais à côté une force parallèle, une force de soutien à mesure de faire des opérations beaucoup plus offensives à côté de la mission des Nations unies.